Ma fiancée m'a dit que le mariage était annulé à moins que je ne m'excuse auprès de son ex. J'ai répondu, alors le mariage est annulé. Elle ne m'a pas pris au sérieux jusqu'à ce que la salle de réception la contacte pour confirmer l'annulation officielle. Je m'appelle Bastien. J'ai 32 ans et je travaille dans le support informatique pour une entreprise de logistique de taille moyenne en région parisienne. J'habite en banlieue ouest de Paris et mes semaines sont assez routinières. Trajet en RER ou en voiture, salle de sport, dîner, sommeil, et on recommence. Ma fiancée est Juliette, 29 ans, responsable d'un cabinet dentaire à Paris. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 6 mois, et nous ne vivons pas encore ensemble car nous avons convenu d'attendre après le mariage pour fusionner nos baux de location. Jusqu'au mois dernier, j'aurais dit à n'importe qui que nous étions solides, pas parfaits, mais avec des problèmes d'adultes normaux, des emplois du temps chargés, des conversations sur l'argent, des limites familiales. Le genre de choses que l'on résout avec des calendriers et des discussions honnêtes. Juliette a un ex nommé Nathan. Ils sont sortis ensemble avant moi, avec des hauts et des bas, et elle dit que ça s'est terminé parce qu'il était immature et ne pouvait pas s'engager. Très bien, j'ai aussi mon propre passé. La différence est que je ne le traîne pas dans le présent. Nathan gravite toujours autour de sa vie de manière étrange. Des amis communs, des événements de groupe aléatoires et un message occasionnel qu'elle insiste être inoffensif. Je n'adorais pas ça, mais je ne voulais pas non plus être la personne contrôlante qui interdit les amitiés. Alors, j'ai fait simple. J'ai dit que je n'étais pas intéressé à ce qu'il fasse partie de notre mariage à quelque titre que ce soit. Cela aurait dû être facile. Puis Juliette a commencé à planifier le mariage comme si c'était une opération militaire où j'étais le stagiaire non rémunéré. Chaque décision venait avec un ton particulier. Si je posais une question, elle agissait comme si je la ralentissais exprès. Si je n'étais pas d'accord, elle devenait silencieuse et me punissait ensuite avec des réponses glaciales d'un seul mot pour le reste de la soirée. Il y a 2 semaines, elle m'a dit que Nathan venait au mariage. Pas invité par moi, pas même en tant qu'accompagnant. Elle a dit qu'il venait parce qu'il l'avait aidé à rencontrer l'un des prestataires il y a des années et qu'il serait impoli de ne pas l'inclure. Cela n'avait aucun sens, mais elle l'a dit comme si c'était évident et que j'étais bouché. Je lui ai dit, non, calme, Claire, pas de drame. J'ai dit, je ne vais pas me marier avec son ex assis là à regarder la cérémonie. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que j'étais peu sûr de moi. Puis elle m'a balancé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle a dit que le mariage était annulé à moins que je ne m'excuse auprès de Nathan pour lui avoir manqué de respect. Je pensais qu'elle bluffait. J'ai dit, d'accord, alors le mariage est annulé. Et je le pensais vraiment. Elle a ri comme si je venais de raconter une blague, a pris ses affaires et est partie. La dernière chose qu'elle m'a envoyée par message ce soir-là était que je reviendrais en rampant une fois que je réaliserais combien d'euros avaient déjà été dépensés. Je n'ai pas rampé. J'ai commencé à passer des appels. Le lendemain matin, j'ai d'abord appelé la salle de réception. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de discours dramatique. J'ai simplement demandé quelle était la politique d'annulation et quelles étapes étaient requises pour résilier officiellement le contrat. Ils m'ont dit que les 2 parties avaient signé, mais que l'un ou l'autre pouvait demander l'annulation. Il y aurait une pénalité financière selon le délai. Je leur ai demandé de m'envoyer le formulaire par courrier électronique. Pendant que j'attendais, j'ai appelé le traiteur et le photographe. Même ton, même question. Je suis resté pragmatique. Si le mariage était conditionné au fait que je m'excuse auprès de son ex, alors ce n'était pas un mariage que j'étais intéressé à financer. Juliette m'a envoyé un message vers midi. Elle a envoyé une capture d'écran d'une confirmation de réservation pour la lune de miel et a écrit « J'espère que tu es fier de toi. Non remboursable ». J'ai répondu que je m'occupais de l'annulation de la salle de réception et que nous pourrions diviser toutes les pertes qui étaient légalement les nôtres. Je suis resté neutre, sans insulte, sans menace. Elle a immédiatement appelé. La première chose qu'elle a dite a été « Essaies-tu sérieusement de me mettre dans l'embarras ?» Ce mot a attiré mon attention, mettre dans l'embarras. Je lui ai dit, je ne m'excuse pas auprès d'un homme qui n'a pas sa place dans notre mariage. J'ai aussi dit que si elle croyait vraiment que le mariage devait dépendre de cela, alors l'annuler était le résultat logique. Elle a rapidement changé de tactique. Soudain, il ne s'agissait plus de Nathan. Il s'agissait de moi qui manquais de respect à son jugement. Elle a dit que je l'obligeais à choisir son camp et que les adultes sains ne donnent pas d'ultimatum.
Je lui ai rappelé qu'elle avait donné l'ultimatum. S'excuser auprès de Nathan ou le mariage est annulé. Je n'ai fait qu'accepter ses conditions. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit, tu réagis de manière excessive. Je ne voulais pas dire vraiment annuler. C'était la première fissure. Je lui ai demandé directement si Nathan venait au mariage. Elle a hésité. Puis elle a dit qu'il ne viendrait que si je pouvais être mature. Cela m'a tout dit. J'ai soumis le formulaire d'annulation cet après-midi-là. Je ne l'ai pas fait de manière impulsive. J'ai lu le contrat 2 fois. L'acompte était important mais pas dévastateur. Je peux absorber ma moitié sans ruiner mes finances. Ça ferait mal, mais pas autant que de commencer un mariage où mes limites sont négociables en fonction de son humeur. 3 jours plus tard, la salle de réception nous a envoyé un courrier électronique à tous les deux confirmant la réception et demandant à Juliette de reconnaître l'annulation. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que je ne faisais pas semblant. Elle s'est pointée à mon appartement ce soir-là sans appeler. Elle ne riait plus. Quand Juliette a frappé, il était près de 21h. J'avais déjà fini de dîner et je répondais à des courriers électroniques. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais je me suis dit que l'éviter ne ferait que faire traîner les choses. Elle est entrée comme si elle vivait toujours là, a jeté son sac sur mon comptoir et a immédiatement commencé. Elle a dit que je l'avais prise de court, qu'annuler sans une autre discussion était extrême, que je l'avais fait paraître instable auprès de la coordinatrice de la salle de réception. Elle a dit que je me concentrais sur le mauvais problème, que c'était une question de confiance. Selon elle, si je lui faisais confiance, je ne me sentirais pas menacé par un homme avec qui elle est sortie il y a des années. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'il était important pour son développement personnel et que le couper de sa vie serait immature. Je lui ai dit que je ne me sentais pas menacé. Je refuse de célébrer le début de mon mariage avec son ex dans le public parce qu'elle pense que les apparences comptent plus que mon confort. Elle a craqué et m'a traité de contrôlant. Puis elle a dit quelque chose qui a fait basculer toute la conversation. Elle a dit que Nathan s'était senti offensé par la façon dont je parlais de lui. J'ai demandé quand exactement j'avais parlé de lui à Nathan. Elle a encore hésité. Puis elle a admis qu'elle lui avait montré des captures d'écran de notre dispute privée concernant la liste des invités du mariage. Elle a dit qu'elle voulait son point de vue parce qu'il la connaît bien. C'était la première fois que je ressentais une véritable clarté au lieu de la frustration. Il ne s'agissait pas d'inviter un ex. Il s'agissait de triangulation. Elle faisait passer notre conflit par lui et s'attendait ensuite à ce que je m'excuse pour avoir une opinion sur mon propre mariage. Je lui ai dit que partager nos conversations privées avec un ex franchissait une limite pour moi. Elle a haussé les épaules et a dit que je faisais un drame. Selon elle, je devrais être reconnaissant qu'elle ait des amis qui se soucient assez d'elle pour donner leur avis. Amis, encore ce mot. Je lui ai demandé directement si elle était toujours attachée émotionnellement à lui. Elle s'est mise en colère instantanément. Elle a dit que j'étais déplacé de sous-entendre cela. Elle a dit que si elle voulait Nathan, elle ne serait pas fiancée à moi. Cette réponse semblait répétée. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai dit que c'était exactement la raison pour laquelle j'avais annulé, car au lieu de respecter une limite simple, elle a fait de l'escalade et a impliqué la seule personne garantie de déstabiliser les choses. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a dit que si elle annulait la résiliation et que je m'excusais auprès de Nathan, elle me pardonnerait de l'avoir mise dans l'embarras. Me pardonner. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu. C'était un test de pouvoir. Et elle supposait toujours que j'allais céder. Quand elle a dit qu'elle me pardonnerait, c'est très mal passé. Pas dramatique, pas explosif, juste faux d'une manière calme et définitive. J'ai regardé autour de mon appartement pendant une seconde, mon canapé, mon comptoir de cuisine, l'endroit que je paie et que je maintiens stable. Puis je l'ai regardé à nouveau et j'ai réalisé qu'elle parlait toujours comme si c'était une négociation où elle avait l'avantage. Je lui ai dit que nous avions terminé pour ce soir et qu'elle devait partir. Elle a cligné des yeux comme si elle n'assimilait pas. Je l'ai répété calmement. Cette conversation est terminée. Tu dois rentrer chez toi. Elle a croisé les bras et a dit qu'elle n'avait pas fini. Elle a dit, les adultes ne fuient pas quand les choses deviennent inconfortables. L'ironie était presque impressionnante. Je n'ai pas discuté. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Elle est restée là à me fixer, attendant que je m'adoucisse,
attendant que je m'excuse d'avoir fixé une limite à l'intérieur de mon propre appartement. Je lui ai dit, c'est chez moi. Tu es ici en tant qu'invité. Je te demande de partir. Sa voix a changé. Plus tranchante. Elle a dit que j'essayais de l'intimider, que c'était une forme de pression. Que annuler le mariage et maintenant la mettre à la porte prouvait que j'étais instable. Je suis resté calme. J'ai dit, il n'y a rien d'instable à demander à quelqu'un de quitter ton domicile quand il te manque de respect. Elle a attrapé son sac mais n'a pas bougé vers la porte. Au lieu de cela, elle a essayé un autre angle. Elle a dit, si je la force à sortir, nous avons vraiment fini. C'était le deuxième test de pouvoir. Je lui ai dit, oui, si c'est ce qu'il faut pour que tu comprennes que je suis sérieux, alors oui. Elle m'a fixé pendant un long moment comme si elle s'attendait à ce que je craque. Quand je ne l'ai pas fait, elle est passée devant moi et est allée dans le couloir. Avant de partir, elle s'est retournée et a dit, tu vas le regretter quand tu réaliseras que tu as jeté un mariage à cause de ton ego. J'ai dit, je ne jette pas un mariage. Je refuse d'en commencer un comme ça. Puis j'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. Pas de manière dramatique, juste mécaniquement. Je suis resté là pendant 1 minute ensuite pour m'assurer qu'elle était vraiment partie et qu'elle n'attendait pas que je rouvre. Elle a envoyé un message 10 minutes plus tard. De longs paragraphes sur à quel point j'étais froid, à quel point ses parents seraient déçus, comment les gens allaient parler, pas une seule phrase sur le respect de ma limite. C'est à ce moment-là que le calme s'est vraiment installé. Parce que si la mettre à la porte de mon appartement m'avait procuré un soulagement plutôt que de la panique, cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Après avoir verrouillé la porte, les messages ont continué d'arriver. Au début, c'était de la colère. Puis c'est passé à la culpabilité. Elle a dit que je l'avais mise dans l'embarras devant la coordinatrice de la salle de réception. Elle a dit que sa mère posait des questions. Elle a dit que les gens allaient supposer qu'elle avait fait quelque chose de terrible. J'ai remarqué quelque chose. Chaque message était centré sur son image, son humiliation, son désagrément. Pas une seule fois elle n'a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais mal à l'aise que Nathan soit impliqué dans notre relation. Vers minuit, elle a appelé 3 fois de suite. J'ai laissé sonner. Je n'allais pas avoir une autre conversation circulaire où elle recadrait ma limite comme une agression. Le lendemain matin, il y avait d'autres messages. Cette fois, elle était plus calme. Elle a dit que nous devions régler ça avant que ça ne dégénère. Elle a suggéré que nous nous rencontrions pour prendre un café et parler comme des adultes. Elle a également ajouté que Nathan pensait que toute cette affaire était un malentendu et qu'il était prêt à accepter mes excuses en privé si cela rendait les choses plus faciles. Cette phrase a tout gâché. Le fait qu'il connaissait suffisamment de détails pour avoir une opinion signifiait qu'elle le tenait toujours au courant en temps réel. Notre relation était apparemment du matériel de discussion de groupe. J'ai répondu une fois. J'ai dit que je ne m'excusais pas auprès de lui et que je ne continuais pas une relation où ma fiancée donne la priorité à son ex plutôt qu'aux limites de base. Je te souhaite une bonne continuation. Elle a immédiatement répondu que je faisais encore un drame et que la bloquer prouverait que je ne l'ai jamais aimée. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas donné d'autres explications. J'ai bloqué son numéro. Puis je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même LinkedIn parce que je sais comment ces choses se passent. Je ne voulais pas de messages indirects, de publications publiques visées contre moi ou d'amis communs agissant comme messagers. Ce n'était pas fait sous le coup de la rage. C'était stratégique. Si je laissais un canal ouvert, elle l'utiliserait pour me ramener dans le débat. Et le débat était son point fort. Elle excellait dans les zones grises où elle pouvait recadrer les choses jusqu'à ce que je me défende au lieu d'aborder le problème initial. La bloquer n'avait pas pour but de la punir. Il s'agissait de mettre fin au cycle proprement. 1 heure plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était Nathan. J'ai fixé la notification de la messagerie vocale pendant 1 minute entière avant de l'écouter. La voix de Nathan était calme, trop calme. Il a dit qu'il avait entendu dire que les choses avaient dégénéré et qu'il ne voulait pas être la raison pour laquelle un mariage s'effondrait. Il a dit qu'il me respectait et espérait que nous pourrions dissiper les malentendus d'homme à homme. Cette formulation seule m'a dit que cette implication n'était pas accidentelle. Il se sentait en droit d'intervenir. Il a également dit que Juliette était vraiment contrariée et qu'elle avait tendance à réagir émotionnellement quand elle se sent coincée.
Il s'est présenté comme le raisonnable, le médiateur. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé le message vocal et pris une capture d'écran du journal d'appel. Pas parce que je prévois d'aggraver quoi que ce soit, mais parce que la documentation compte quand les histoires commencent à changer. Environ 1 heure plus tard, ma sœur m'a envoyé un message pour me demander ce qui se passait. Juliette l'avait apparemment appelé en pleurant, disant « J'ai brusquement annulé le mariage à cause d'un désaccord mineur sur la liste des invités et je l'ai ensuite bloqué sans explication. » C'était rapide. J'ai appelé ma sœur et je lui ai donné la version courte. Pas de drame, juste des faits. Juliette a invité son ex au mariage contre ma volonté. Elle a partagé nos disputes privées avec lui. Elle a exigé que je m'excuse auprès de lui ou le mariage était annulé. J'ai accepté cette condition. Ma sœur est restée silencieuse pendant 1 seconde et a ensuite dit que ce n'était pas un désaccord mineur. Exactement. Au milieu de l'après-midi, Juliette a essayé de me joindre par courrier électronique. Objet, s'il te plaît, écoute-moi simplement. Je l'ai lu 1 fois. C'était plus de la même chose. Elle a dit qu'elle se sentait attaquée et non soutenue. Elle a dit que Nathan essayait seulement d'aider. Elle a dit que la bloquer était cruelle et immature. Elle a également glissé qu'annuler la salle sans son accord pourrait avoir des conséquences juridiques pour moi si elle décidait de demander des dommages et intérêts. Cette partie était intéressante, pas parce que j'étais inquiet. Le contrat permettait clairement l'annulation par l'une ou l'autre des parties, mais parce qu'il montrait son état d'esprit. Il ne s'agissait plus de réparer quoi que ce soit. Il s'agissait de faire pression. Tard dans la soirée, Nathan a de nouveau envoyé un message depuis un autre numéro. Il a dit « Éviter la conversation te fait paraître coupable ». J'ai bloqué ce numéro aussi. À ce stade, un schéma était évident. Juliette n'essayait pas de réparer notre relation en privé. Elle construisait un récit où j'étais instable et déraisonnable. Et Nathan n'était pas un spectateur. Il participait. Cela a confirmé quelque chose que j'avais hésité à dire à voix haute. Il n'a jamais été simplement question d'un invité au mariage. Il s'agissait de savoir si j'étais prêt à rivaliser avec son ex pour l'influence à l'intérieur de ma propre relation. 2 jours se sont écoulés sans contact direct parce que j'avais fermé toutes les portes qu'elle essayait d'utiliser. Cela n'a pas arrêté les répercussions. Un ami commun, Thomas, m'a envoyé un message pour me demander si j'allais bien. Il a dit que Juliette avait dit à leur groupe de discussion que j'avais un problème de jalousie et que j'avais saboté le mariage après avoir perdu les pédales pour rien. Selon sa version, Nathan était invité par courtoisie et j'avais réagi comme si elle avait été infidèle. J'ai appelé Thomas au lieu de répondre par message. J'ai exposé la chronologie en termes simples. Elle a invité son ex. J'ai dit non. Elle a conditionné le mariage au fait que je m'excuse auprès de lui. J'ai accepté. Elle l'a impliqué dans des disputes privées. J'ai mis fin à tout ça. Thomas est resté silencieux pendant un moment. Puis il a dit que ce n'était pas comme ça qu'elle l'avait présenté. Bien sûr que non. Cet après-midi-là, j'ai reçu un courrier électronique de la mère de Juliette me demandant si nous pouvions parler. C'était poli mais direct. Elle a dit que les mariages nécessitent des compromis et que la fierté ne devrait pas ruiner un avenir. Ce mot encore, fierté. J'ai répondu respectueusement. J'ai dit qu'il ne s'agissait pas de fierté. Il s'agissait de limite et de confiance. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise à l'idée d'épouser quelqu'un qui impliquait son ex dans nos conflits et rendait ma participation conditionnelle à son apaisement. Elle n'a pas répondu. Plus tard cette nuit-là, Juliette s'est encore présentée à mon immeuble. Je le sais parce que mon voisin du dessous m'a envoyé un message pour me dire que quelqu'un sonnait à plusieurs reprises. Je n'ai pas répondu. J'avais déjà dit clairement qu'elle n'était pas la bienvenue. Au lieu de cela, elle a envoyé un dernier courrier électronique. Il était plus long que les autres, moins en colère, plus stratégique. Elle a dit qu'elle était prête à désinviter Nathan si c'était ce qu'il fallait pour avancer, mais qu'elle avait besoin d'être rassurée que je ne l'humilierais plus comme ça. Elle a également demandé que je m'excuse auprès d'elle pour avoir réagi de manière excessive et pour avoir annulé la salle sans lui laisser la chance de se calmer. Voilà. Elle retirerait Nathan de la liste des invités, mais seulement si j'admettais être en tort pour avoir campé sur mes positions. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer que je ne l'interprétais pas mal. Ce n'était pas des excuses. C'était un échange. Et j'ai réalisé quelque chose d'inconfortable mais nécessaire.
Si j'acceptais, je créerais le précédent que chaque fois qu'elle irait trop loin et que je résisterais, je finirais par absorber le blâme pour restaurer la paix. Ce n'est pas un partenariat. C'est du dressage. Donc, je n'ai pas négocié. Je me suis transféré le courrier électronique pour l'archivage. Ensuite, j'ai contacté la salle de réception une fois de plus pour confirmer que l'annulation était finalisée et irréversible sans un tout nouveau contrat. Ils ont confirmé que le dossier était clos. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant, ni administrativement ni personnellement. La semaine suivante a été plus calme en apparence, mais pas vraiment calme. Juliette a cessé d'essayer de me contacter directement. Au lieu de cela, j'ai commencé à entendre des mises à jour indirectes. Un de ses collègues a apparemment dit à une connaissance commune que j'avais pris peur. Quelqu'un d'autre a entendu dire que je manquais d'assurance quant à son passé et que je ne pouvais pas supporter d'être avec une femme qui avait une histoire. C'était intéressant de voir à quel point la formulation était cohérente. Dans chaque version, j'étais fragile, dépassé, menacé. Jamais une seule fois l'histoire n'a été qu'elle a exigé que je m'excuse auprès de son ex comme condition de mariage. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'ai pas fait de publication ni essayé de corriger le récit dans chaque cercle. C'est un jeu perdu d'avance. Les gens croient ce qui correspond à leurs opinions préalables. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la logistique. Nous avions déjà prévu d'emménager dans un nouvel appartement ensemble après le mariage. La demande de location était en attente. J'ai appelé le gestionnaire immobilier et j'ai officiellement retiré ma part. J'ai demandé une confirmation écrite que je n'étais plus rattaché au dossier. Je ne voulais pas que mon nom traîne quelque part où elle pourrait l'utiliser. J'ai également examiné les contrats des prestataires pour m'assurer que mon exposition financière était limitée. Les pertes d'acompte étaient réelles mais gérables. J'ai payé ma part immédiatement et j'ai gardé les reçus. Vers cette époque, une autre chose inattendue s'est produite. Nathan m'a envoyé un courrier électronique directement, pas d'un numéro jetable, pas de manière anonyme, depuis sa véritable adresse professionnelle. Il a écrit qu'il se sentait obligé d'intervenir parce que Juliette perdait pied et se culpabilisait. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer des divisions et qu'il respectait ma position en tant que son futur mari. Futur mari. Cette expression était soit un manque de tact, soit délibérée. Il a également dit que si je voulais qu'on se rencontre pour prendre un café et dissiper les malentendus, il était ouvert à cela. Il a souligné que les hommes matures communiquent plutôt que d'exclure les gens. Je l'ai lu attentivement. Il n'y avait aucune reconnaissance du fait que s'immiscer dans notre conflit privé était inapproprié. Aucun aveu que recevoir des captures d'écran de nos disputes franchissait une limite. Juste une douce suggestion que c'était moi qui évitais de grandir. C'était la pièce finale pour moi parce que j'ai réalisé quelque chose de simple. Si j'épousais Juliette, Nathan ne disparaîtrait pas à l'arrière-plan. Il resterait un consultant dans nos disputes. Un vote de l'ombre, et Juliette continuerait de présenter cela comme raisonnable. Alors j'ai répondu une fois. J'ai dit, il n'y a pas de malentendu. Ce n'est pas ta relation pour faire la médiation. Ne me contacte plus. Puis j'ai bloqué son adresse électronique. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que ça avait commencé, mon téléphone était complètement silencieux, et le silence semblait pur. Environ une semaine après que tout soit devenu silencieux, j'ai croisé Juliette dans un supermarché près de chez moi. Ce n'était pas prévu, juste un mauvais timing. Elle m'a vu en premier. Je pouvais le dire parce qu'elle s'est figée au milieu de l'allée, puis a redressé sa posture comme si elle se préparait pour un public. J'ai envisagé de faire demi-tour, mais j'ai décidé de ne pas agir comme si j'avais quelque chose à éviter. Nous avons fini par nous retrouver face à face près du rayon des produits laitiers. Elle avait l'air différente, pas dévastée, pas pleine de remords, composée. Elle a dit salut comme si nous étions des collègues qui ne s'étaient pas parlé depuis quelques jours. J'ai hoché la tête et j'ai dit bonjour. Il y a eu une pause où elle s'attendait clairement à ce que j'ouvre la porte à la conversation. Je ne l'ai pas fait, alors elle l'a fait. Elle a dit qu'elle aurait aimé que je gère les choses différemment. Que annuler publiquement au lieu d'en parler en privé l'avait profondément blessée. Elle a insisté sur publiquement comme si j'avais affiché un panneau publicitaire au lieu de contacter directement les prestataires. Je lui ai dit que je l'avais géré en privé. Les prestataires font partie de la logistique du mariage. Ils avaient besoin d'informations précises. Elle a soupiré et a dit, tu sais ce que je veux dire.
Puis elle a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Elle a dit que Nathan était d'accord, que nous avions tous les deux fait de l'escalade et qu'avec une bonne communication, nous aurions pu éviter tout ce gâchis. Il était encore là. Nathan comme évaluateur, Nathan comme juge. Je lui ai posé une dernière question. Si nous revenions à cette nuit-là et que je disais, je ne m'excuse pas, aurais-tu respecté cela sans conséquence? Elle a hésité. Pas longtemps, mais assez longtemps. Elle a dit, j'avais juste besoin que tu me montres que tu pouvais mettre mes sentiments en premier. Cette réponse était honnête et révélatrice. Mettre ses sentiments en premier signifiait subordonner ma propre limite. Cela signifiait accepter que son confort avec son ex l'emportait sur mon inconfort. Je lui ai dit calmement que je n'étais pas intéressé par une relation structurée de cette façon. Elle a eu l'air agacée alors. Pas triste, agacée, comme si je faisais des difficultés pour rien. Elle a dit, je suppose que c'est tout. Puis j'ai dit, oui, c'est tout. Nous sommes restés là encore une seconde. Puis elle a pris son panier et s'est éloignée sans se retourner. Je n'ai ressenti ni colère ni regret, juste une confirmation. Parce que même à la fin, elle a présenté le problème comme mon échec à donner la priorité à ses sentiments, non comme son échec à protéger notre relation des influences extérieures. Et cette différence n'est pas minime. Elle est fondamentale. Cela fait 3 mois que le mariage a été officiellement annulé. Les retombées financières sont réglées. Nous avons partagé les acomptes non remboursables selon les contrats que nous avions signés. Il n'y a pas eu de procès, de menaces juridiques dramatiques, juste de la paperasse et des reçus. La version sociale des événements s'est stabilisée aussi. Les gens qui voulaient croire que j'avais paniqué le croient toujours. Les gens qui ont demandé ma version l'ont entendue et se sont fait leur propre opinion. Je n'ai pas cherché l'approbation. Juliette et moi ne nous sommes pas parlé depuis le supermarché. Un ami commun a récemment mentionné qu'elle et Nathan passent de nouveau beaucoup de temps ensemble. Je n'ai pas posé de questions supplémentaires. Ce ne sont plus mes affaires. Au contraire, cela renforce l'instinct que j'avais lorsqu'elle insistait sur le fait qu'il devait faire partie de notre mariage. En y repensant, l'élément déclencheur initial était petit sur le papier. Une invitation, des excuses, une exigence présentée comme un compromis, mais la structure en dessous n'était pas petite. Elle a impliqué son ex dans notre conflit privé. Elle a traité son opinion comme pertinente pour nos fiançailles. Elle m'a positionné comme quelqu'un qui avait besoin de gagner l'approbation d'un homme qui n'avait pas sa place dans mon avenir. Et quand j'ai refusé, elle a fait de l'escalade au lieu de recalibrer. Ce qui ressort le plus n'est pas la dispute en elle-même. C'est la rapidité avec laquelle elle a agi pour contrôler le récit une fois que je n'ai pas obtempéré. Appeler ma sœur, envoyer des messages à des amis, suggérer que j'étais instable. Ce n'était pas de la panique. C'était du contrôle des dégâts. Si je m'étais excusé auprès de Nathan, le mariage aurait eu lieu. En apparence, tout aurait semblé aller bien. Des photos, des sourires, des discours, mais j'aurais su que quand les choses se corsaient, ma limite était négociable et son ex avait voix au chapitre dans notre dynamique. Cette connaissance ne disparaîtrait pas après la lune de miel. Les gens n'arrêtent pas de demander si je regrette d'avoir été si ferme. La réponse honnête est non. Annuler un mariage est coûteux et gênant. Divorcer de quelqu'un qui ne respecte pas vos limites est bien pire. Je n'ai pas perdu un mariage. J'ai évité un mariage qui était déjà structuré contre moi. Et le fait qu'elle n'ait cru que j'étais sérieux qu'une fois que la salle a confirmé l'annulation me dit tout sur la façon dont elle percevait ma détermination. Elle pensait que je bluffais. Ce n'était pas le cas. Commentaire, je voulais partager avec vous ce qui m'a profondément touché dans cette histoire. Voir quelqu'un défendre ses limites avec calme m'a vraiment inspiré. Cela me rappelle à quel point il est essentiel de protéger notre propre dignité. Parfois, la décision la plus sage est celle qui nous ramène vers la paix intérieure. Je vous encourage à réfléchir à vos propres limites dans vos relations. Se respecter soi-même n'est pas un caprice, c'est une véritable responsabilité. La guérison commence souvent quand on arrête d'accepter ce qui nous diminue. Vous méritez des relations qui nourrissent votre bien-être plutôt que de le perturber. Cultivons cette bienveillance envers nous-mêmes avec patience et constance. Et n'oublions jamais que choisir la sérénité est un acte d'amour envers soi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.